bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e journée des rencontres du développement durable 2021, faisons 2030 dès 2022. C'est le titre de cette édition un peu particulière. Nous en sommes à mi-chemin et nous sommes aujourd'hui à Nice, virtuellement, dans cette journée co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec l'EDEC sur le thème passionnant, investir la finance responsable. On va en parler toute la journée. Où va notre argent? Pourquoi est-ce que cette rationalité économique semble s'éloigner de la rationalité climatique? Et est-ce que l'innovation et l'investissement dans l'innovation peut encore nous aider à relever le défi? Ce sont des sujets qu'on va discuter toute la journée, toujours dirigés par l'intérêt des générations futures, qui sera également l'un des blocs du jour. Pour en discuter aujourd'hui, je vais tout de suite céder la parole à l'une de mes collègues, administratrice de l'Institut Open Diplomacy, qui est également haut fonctionnaire dans le domaine de l'économie, Caroline Miller. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde et donc bienvenue à cette nouvelle belle journée sur les rencontres du développement durable. Donc aujourd'hui sur la finance responsable, une journée en partenariat donc avec l'EDEC. Donc la finance responsable, c'est peut-être pas forcément le tout premier levier auquel on pense quand on pense exigence de transition écologique et développement durable, mais c'est un levier absolument essentiel au vu des masses financières et économiques en jeu. Et puis si on prend en compte l'essor très important du marché de la finance durable cette dernière décennie, la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux par le système financier se développe progressivement. Et en matière de développement durable, comme souvent, on peut regretter que ce soit long et que les échéanciers soient lointains. Et c'est cela dont les tables rondes vont pouvoir aborder largement ce sujet. Mais c'est un développement qui est réel et qui se concrétise, notamment avec donc l'aiguillon de la réglementation, évidemment au premier chef au niveau européen. Et on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais également qui se développe grâce à l'appétence qui est quand même croissante et de plus en plus marquée des ménages, des Français, des épargnants qui souhaitent se tourner vers des actifs de ce type, qui souhaitent investir d'une manière qui soit en accord avec leurs valeurs, sans évidemment renoncer à des perspectives de rendement, et c'est deux choses qui sont loin d'être inconciliables. Comme on va le voir encore aujourd'hui. Donc, pour rester très courte, je rappellerai que la transition écologique peut et doit se financer par la finance responsable et la surépargne pendant la crise du Covid, ainsi que l'appétence croissante des épargnants pour des actifs, des actions avec des actifs un peu plus risqués, un peu plus rémunérateurs, a montré que c'était possible. Voilà. Merci Caroline pour cette introduction qui nous montre qu'il y a une voie, un chemin qu'on va explorer tout au long de cette journée avec l'EDEC. L'EDEC qui est partenaire co-organisateur de cette journée pleine de grands chiffres. On va beaucoup parler de milliards et des sommes qui sont disponibles ou qui sont à mettre à disposition de cette transition écologique et solidaire. Je rappelle qu'on ne peut pas réellement dissocier, comme vous l'avez dit Caroline, la transition écologique de sa dimension sociale. Et pour avancer sur ce chemin, je vais me tourner vers le professeur Emmanuel Mettet, qui est directeur général de l'EDEC, que je remercie sincèrement pour ce partenariat et à qui je passe la parole pour qu'il puisse nous expliquer ce que fait l'EDEC dans ce domaine passionnant de la finance responsable. Thomas, merci. Caroline, merci. Je vais commencer d'abord par souhaiter la bienvenue à tout le monde donc sur le campus de l'EDEC, alors même virtuellement, mais il se fait qu'aujourd'hui je suis sur le campus de l'EDEC à Nice, donc je peux en tout cas avoir le grand plaisir de vous y accueillir pour effectivement cette journée importante sur le sujet de la finance et du climat et du développement durable. Je voudrais d'abord remercier Open Diplomacy et vous Thomas en particulier, votre équipe pour tout ce travail magnifique, ce parcours magnifique, et vous remercier bien sûr d'avoir placé l'EDEC sur le parcours de ces rencontres. Alors l'EDEC, grande école de commerce, parmi les meilleures en Europe, née en 1906 à Lille, en fait, dans le nord de la France. Aujourd'hui, l'EDEC, c'est près de 10 000 étudiants venus d'une centaine de pays. C'est 150 professeurs, 650 collaborateurs. C'est 5 campus à Lille, à Nice, à Paris, à Londres et à Singapour. Et puis, c'est 45 000 diplômés. Alors,
On s'est implanté à Nice il y a presque 40 ans maintenant qu'on a pris la décision d'aller à Nice. Et Nice a été important dans le développement d'EDEC parce que Nice a été finalement l'endroit d'où est partie l'aventure de la finance. Lionel Martellini, Loël Amin, qui ont été deux professeurs qui ont effectivement démarré l'aventure de la finance à l'EDEC. Et l'EDEC a développé, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, une notoriété mondiale dans le domaine de la finance. Alors à l'époque, ils ont ouvert un centre de recherche qui s'appelait EDEC Risk Institute, donc un centre en fait de recherche en gestion d'actifs et en gestion des risques, qui s'est développé, qui a publié beaucoup de travaux, qui a fait beaucoup de recommandations à l'industrie. Et l'objectif était vraiment effectivement d'avoir un impact non seulement académique, mais aussi un impact sur l'industrie. Et chose quelque peu remarquable en fait pour une école de commerce, à partir de ce centre de recherche en gestion d'actifs, eh bien l'EDEC a créé Scientific Beta, donc une société qui a pour vocation de vendre des indices en fait à l'industrie financière tout autour du monde. Et puis on a revendu Scientific Beta il y a quelques années en fait pour une somme assez importante. Mais au-delà de la somme, ce qui était important, c'est que on avait créé un modèle économique vertueux. Et finalement, et là on était déjà dans du développement durable, on a fait quelque chose qui a mis du lucratif au service d'une association à but non lucratif qu'est l'EDEC et avec une mission d'enseignement supérieur et de recherche. Alors l'EDEC, il y a 2 ans, a pris un virage assez radical pour son plan 2025 et a mis en place un plan qui s'appelle EDEC pour les générations futures. Thomas parlait des générations futures à l'instant. Effectivement, pendant longtemps, finalement, les entreprises, aidées en cela par les écoles de commerce d'une certaine manière, ont eu pour objectif de faire du profit, finalement, et avec le sentiment que faire du profit était un objectif positif. Et aujourd'hui, on estime qu'il faut aller évidemment plus loin, et l'EDEC estime que sa mission, bien entendu, est de former des étudiants pour servir l'économie, servir les entreprises, mais qu'au-delà de ça, finalement, ces étudiants, ces diplômés, notre recherche, nos enseignements doivent servir la société en général, et notamment servir l'objectif de développement durable de la société. Alors, du point de vue de la finance, comment ça s'est traduit ? Eh bien, nous avons pris la décision d'orienter la plupart de nos recherches en finance aujourd'hui sur la finance climatique, et notamment, nous avons monté cette année un centre qui sera doté de 20 millions d'euros d'investissement sur les 5 prochaines années pour étudier le lien entre la finance et le climat, donc comprendre en quoi le changement climatique va avoir un impact sur la valorisation des actifs et inversement, comprendre en quoi des décisions financières vont pouvoir avoir un impact positif, on l'espère, sur le changement climatique. Donc, vous l'avez dit, c'est un enjeu qui est énorme. La finance est un levier d'action sur le monde, sur la société qui est évidemment considérable. Et si on arrive à orienter cette finance dans un sens durable, effectivement, on aura certainement une contribution très forte sur la transformation et les grands enjeux auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. Alors, voilà un petit peu sur ce que l'EDEC veut faire en finance climatique dorénavant. On a fait une recherche, un webinar, il n'y a pas longtemps qu'on a présenté à travers un webinar, finalement pour montrer que même si l'industrie financière aujourd'hui revendique beaucoup de l'investissement durable et de l'investissement climatique, finalement, si on y regarde de près, la part de ces investissements qui réellement vont avoir un impact positif sur le climat, alors elle est assez limitée. On a dit qu'elle se limitait à 12% parce qu'il a bien fallu le chiffrer. Et effectivement, on a heurté un petit peu dans le monde de la finance. Le but n'était évidemment pas de heurter, mais évidemment de savoir où on en est, puis de proposer des outils, des réglementations pour aller plus loin, parce qu'on a la conviction, encore une fois, que la finance peut être un outil d'impact positif sur les grandes causes auxquelles le monde est confronté. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce que l'EDEC fait aujourd'hui. Je sais qu'il y a une journée fabuleuse qui se prépare sur ce thème-là. Vous avez rassemblé des intervenants de divers horizons et de très très haut niveau, à la fois du monde politique, du monde des grandes institutions internationales, des banques, des entreprises. J'oublie pas aussi des professeurs de l'EDEC, je pense à Lionel Martellini et Laurent Deville, aussi une étudiante de l'EDEC qui est dans le nouveau programme que nous venons d'ouvrir avec nos amis de Mines ParisTech, donc un Master of Science en finance et climat, donc une étudiante, Louise Gaillet, qui apportera également sa contribution. Voilà, donc merci infiniment encore une fois à Open Diplomacy, Thomas, vos équipes, pour avoir mis l'EDEC sur ce parcours. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une journée extrêmement intéressante et fructueuse sur le lien entre la finance et le développement durable.
Merci. Merci professeur, c'est effectivement très complet. Le chiffre que vous avez donné de ces 12% est interpellant et il a interpellé. Vous avez bien fait de le rementionner parce que précisément, on n'est pas là pour jeter des milliards, faire des annonces, mais bien se tourner vers le résultat. Et les financiers, comme les vrais gens, si j'ose dire, aiment et attendent des résultats. Les générations futures en particulier, vous l'avez bien souligné, c'est essentiel. Dans les territoires aussi, on attend des résultats et c'est pour ça que chacune de ces journées est co-organisée avec une école qui a les pieds, les racines dans une région différente. Et aujourd'hui, nous sommes autour de la région niçoise qui est si chère à mon cœur. Et je me tourne vers Richard Chemla, adjoint au maire de Nice chargé de la santé, de l'écologie et du bien-être. Alors on est là sur un périmètre de travail politique qui dépasse de très loin le climat, mais qui est directement concerné par l'ensemble des dérèglements climatiques. Et donc on est plus proche finalement de cette philosophie générale des rencontres du développement durable. Monsieur Chemla, je sais que vous êtes avec nous à l'oral, qu'on va vous voir apparaître à l'écran avec votre photo, puisque c'est comme ça qu'on peut vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez Christian Estrosi, le maire de Nice et le président de Nice Métropole. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce bassin de vie absolument merveilleux qui va directement être concerné par les intempéries que le climat commence déjà à produire en se déréglant, va faire ou fait déjà dans ce domaine passionnant? Oui, bonjour. Écoutez, j'espère que vous m'entendez bien dans cette façon de communiquer. Je voulais d'abord vous remercier. Merci à l'Institut Open Diplomatie, merci à l'EDEC d'avoir invité un représentant de la métropole Nice-Côte d'Azur. Vous savez que Christian Estrosi est très attaché à l'association Écologie et Économie dans le futur. Nous comprenons la volonté en fait qu'il n'y a pas d'écologie positive, d'écologie constructive si on ne participe pas, si on n'a pas une économie. Nous sommes au bord de la Méditerranée, nous travaillons avec le réseau Euromed et le meilleur exemple, c'est que les villes de la Méditerranée du Sud nous disent que s'ils ont le ventre vide, s'ils ont des problèmes financiers, ils passent l'écologie en deuxième intention. Et tout notre rôle en fait dans ce bassin, c'est de travailler à créer des passerelles vertueuse entre l'économie et l'écologie. Ce sont deux mondes qui, au départ, on avait fait cette réunion il y a 10 ans, 15 ans, c'est deux mondes qui s'opposaient, qui se comprenaient pas, qui n'avaient pas la même façon de parler et qui pensaient, vous savez, on a toujours peur de celui qu'on ne connaît pas. Et le rôle de la métropole, c'est aussi de faire connaître, de faire rencontrer ces deux parties pour construire ensemble. Le but, c'est ça, de construire ensemble, de réaliser que l'écologie n'est pas forcément l'écologie, une destruction de postes, c'est simplement d'emplois, c'est simplement une translation des postes. Et on voit aujourd'hui, dans les événements, il y a un an de la tempête Alex, mais aujourd'hui nous sommes en vigilance rouge avec des connexions Internet, d'ailleurs, qui ne sont pas très correctes et je me permets de m'excuser encore une fois pour cette façon de communiquer avec vous, nous montrent que ça a un coût. Notre négligence, nos faits d'être ralentis, de ne pas avoir pris conscience de ces phénomènes, et c'est pas du tout critique, c'est une constatation, fait que tous ces phénomènes nous coûtent cher. Et à un moment donné, il faut bien que l'ensemble de nos systèmes financiers abondent en fait à la réparation. Donc on voit que même que l'écologie a un lien extrêmement direct avec notre économie. Et c'est tout ça qu'on essaye de développer, qu'on essaye de mettre en contact. On découvre aussi, si vous voulez, que ces deux mondes ont besoin de travailler ensemble et que l'immobilisme entre ces deux est impossible. Ça, c'est la première chose. Le deuxième volet, on explique bien aujourd'hui dans notre bassin cet immobilisme. Il est fait que on a besoin, on vit, on est programmé, et au sens général, on voit bien que les COP se succèdent et les gaz à effet de serre continuent à monter. Et l'explication qu'on donne, c'est une explication physiologique, c'est-à-dire que on a besoin que du bien-être, on a besoin de plaisir. Donc, si on n'arrive pas à associer le fait de trier ses déchets, le fait de prendre un bus à un plaisir, c'est-à-dire à protéger la planète, on n'arrivera pas à en sortir. Point très important au niveau aussi d'économie, et vous savez que nous recevons actuellement à Nice l'exposition de Yann Athius-Bertrand, et qui termine toujours sa présentation en disant toutes les 5 secondes, il y a une naissance. Vous imaginez donc l'importance là aussi de partager l'économie, d'avoir à partager de l'économie. Nous sommes 7,5 milliards. En 2050, nous serons 10 milliards. Donc,
mieux que parler de régression, me parler que, vous savez, de cette écologie de diminution, Christian Estrosi veut vraiment développer une écologie de transition. Et le mot est fort, c'est-à-dire essayer de transformer l'ensemble des postes qui sont à haute utilisation de gaz à effet de serre à des postes vertueux. Le meilleur exemple pour dire qu'il ne faut pas avoir peur d'une écologie forte et solide, et l'économie ne doit pas l'avoir peur mais doit l'aider, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. On découvre le retard que nous avons pris sur ce volet, alors que c'est un volet qui touche les plus fragiles socialement et qui permet de développer toute une économie. C'est un exemple qui nous passionne au niveau de la métropole, parce que on voit bien qu'on peut avoir une notion de transversalité de l'ensemble des industriels, des techniciens, dans la formation de cette transformation des bâtiments. Et en plus, c'est extrêmement vertueux parce que c'est le deuxième poste au niveau de la consommation des gaz à effet de serre, tout de suite après la mobilité. Voilà, en quelques minutes par rapport à la présentation que je voulais faire et par rapport à cette connexion délicate que je voulais vous présenter, c'est-à-dire en rien dans le territoire métropolitain, nous opposons l'économie et l'écologie. Le plus difficile, c'est peut-être même, et ce qui est étonnant, c'est que les responsables d'entreprise, les dirigeants ont bien compris que, en plus, c'était de leur intérêt. Le plus difficile, c'est peut-être même aux écologistes purs et durs à faire comprendre que l'économie va venir à leur secours. Parce qu'aujourd'hui, et on le voit, tout le long de notre métropole, des jeunes qui s'inscrivent dans les entreprises essayent de les rendre même vertueux. Il y a ces fameuses boîtes vertes, ces rencontres, et les grands chefs d'entreprise qui collent en fait à l'actualité ont bien compris aussi que leur image, leur futur dépend de cette vertu. Et Christian Estrosi, de la métropole, l'ensemble de ces élus et des services sont en train de travailler sur ce type de passerelle, sur ce type de véritable transition. Il n'y aura pas de transition si elle est simplement écologique. La transition, elle est à la fois écologique, économique et aussi bien sûr dans nos pensées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne bien que le monde d'avant, si nous continuons avec ce monde d'avant, nous sommes perdus. Si nous perdons cette bataille, c'est la planète qui perd la bataille, c'est pas nous, c'est nos enfants qui perdront sa bataille. Bon, la planète, elle vivra toute seule, elle vivra sans les humains. Et c'est cette notion de solidité, de compréhension où vraiment il faut se battre pied à pied, mais tous ensemble, en trouvant des solutions médianes. Il n'y a pas d'opposition. Si on oppose l'économie et l'écologie, les deux versants auront perdu. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur le territoire métropolitain. Nous avons bien compris, nous allons essayer tout le long des années qui viennent. Nous avons 5 ans pour finir ce mandat, 5 ans pour vous montrer qu'on est capable de créer une véritable transition qui entraîne tout le monde, parce que ça c'est important, qui ne laisse personne en fait sur le chemin, y compris bien sûr des plus défavorisés, pour une qualité de bien-être importante. Et je termine au moment où je dis qualité de bien-être, il n'est pas possible aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut comprendre, d'avoir une qualité de bien-être sans une économie forte et vertueuse, c'est-à-dire simplement, c'est presque l'économie qui doit entraîner l'écologie par une vraie transition, s'orienter sur d'autres propos. Il y a énormément, et c'est pas moi qui le dis, c'est une association comme Negawatt qui signale qu'on peut avoir 10 000 emplois nouveaux sur un bassin comme la France, 10 000 emplois nouveaux, si on est capable de faire cette transition. Donc n'ayons pas peur. C'est ça aussi le message. N'ayons pas peur d'une écologie forte, solide du futur qui nous permettra de bien vivre. L'économie ne doit pas avoir peur de cette écologie réaliste, bien sûr, et juste. Voilà en quelques minutes ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, sur cette présentation. Monsieur Chemla, vous avez été très très clair et on comprend votre philosophie. Réconcilier en faisant se rencontrer, c'est toute la logique des rencontres du développement durable et c'est comme ça qu'on essaye de faire en sorte que région par région, nous puissions aborder tous les sujets importants aujourd'hui sur la finance responsable, une finance qui évidemment permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, vous l'avez mentionné, une finance de transition qui permet de ne jamais perdre de vue l'intention du bien-être et de la justice sociale qui sont évidemment indispensables à la réalisation de ces objectifs de développement durable, mais aussi une finance qui anticipe les menaces qui sont déjà visibles, perceptibles, les menaces du dérèglement climatique, des dérèglements climatiques qui auront des conséquences sur la qualité de nos infrastructures, sur la stabilité de notre économie, sur la stabilité des marchés financiers en tant que tels. Bref, une finance qui prend les devants comme elle le fait souvent. C'est une industrie qui est souvent en pointe. On va en parler toute la journée dans ces quelques heures très denses co-organisées par l'Institut Open Diplomatie avec l'EDEC. Rendez-vous à 9h35 pour la première table ronde Homo Economus,
homo economicus, est homo ecologicus. Est-ce qu'il y a vraiment derrière la rationalité économique libérale une rationalité climatique? C'est tout le débat que nous allons avoir pour commencer cette journée passionnante. Merci monsieur l'adjoint maire, merci professeur Mété, cher Emmanuel, merci Caroline. À tout de suite.